Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur la BI temps réel avec SQL 2014, bienvenue aux journées SQL Server 2013, merci Auguste de nous accueillir. Donc, je me présente, Mathias Kizian, je suis consultant décisionnel chez Microsoft Consulting Services, je suis spécialisé sur les technologies décisionnelles, sur SQL Server, Office et sur l'EIM autour de Master Data Services. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, je suis Frédéric Gisbert, donc je suis architecte chez Microsoft Services, surtout ce qui est domaine Data Insight. Donc, ça recouvre les produits sur SQL, BI, Big Data et Cloud for BI. Donc, on va vous présenter aujourd'hui une session un peu particulière qui est sur la BI temps réel avec SQL Server, au sens large, c'est-à-dire comment on l'adresse, pas seulement sur la capture, mais aussi sur comment est-ce qu'on élabore un data warehouse en temps réel, un cube en temps réel, et surtout comment est-ce qu'on va aller plugger dessus des dashboards qui ont été créés en HTML5, qui vont consommer la donnée, et on va avoir une chaîne de bout en bout, sans se servir de SSIS, mais qui va traiter une donnée en temps réel. Merci à nos partenaires. Voilà. Voilà, donc un petit slide sur les sponsors, merci à eux, parce que c'est grâce à eux que l'événement existe. La BI temps réel avec Analysis Services. Donc, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont l'habitude de travailler avec Analysis Services, ce qu'il faut savoir, c'est que Analysis Services, c'est la partie analytique d'SQL Server. Donc, cette partie analytique va se nourrir d'un certain nombre de données en entrant, que ce soit des bases métiers, des applications métiers, des fichiers, des fils OData, des services cloud, etc. Et donc, c'est vrai que j'imagine la plupart d'entre vous ont l'habitude de travailler avec SSIS pour charger les données sous forme de batch dans vos data marts vers vos entrepôts de données et monter des cubes par-dessus. Dans le cadre de cette session, on va passer un petit peu de temps pour vous montrer en fait comment fonctionne Stream Insight, qu'est-ce que Stream Insight, qu'apporte Stream Insight de différent par rapport à Analysis Services, et on verra derrière comment avec Stream Insight, on peut construire de la BI temps réel avec des tableaux de bord en HTML5. Voilà, donc forcément, qui dit Stream Insight dit haute fréquence de collecte des événements. Donc derrière, on ne va pas aller processer un cube toutes les heures pour mettre à jour les événements et les exposer sur des dashboards. Donc on va parler aussi pas mal de roll-up. Donc Stream Insight va avec un cube Analysis Services en mode roll-up. Donc on va avoir toute une session là-dessus. On aura deux grosses démos, donc, enfin plutôt une grosse démo et une session un peu particulière sur le roll-up. Une démo qui vous fera voir de bout en bout, en partant des données collectées par Stream Insight, jusqu'à la restitution dans un dashboard HTML5. Et une deuxième partie sur qu'apporte le roll-up sur SQL 2014 avec un index column store, VS le roll-up en SQL 2012 avec un index B-tree standard. Donc, déjà, on va faire un petit sondage. On a 3 questions à vous poser. Dans la salle, qui a entendu parler de Stream Insight? Okay, donc il y a une dizaine de personnes. Ça ne date pas d'hier, Stream Insight. Ça date pas d'hier. Qui a déjà fait une démo, un POC sur Stream Insight? Quelque chose? Bon. Ok. Donc là, il n'y a personne. Bon. Donc on ne parle pas de mise en production, hein, du coup. Ma troisième question était qui a mis Stream Insight en production? Donc j'ai ma réponse. À peu près personne. Il faut savoir que Stream Insight date quand même depuis SQL Server 2008 R2. Donc ça commence à dater un petit peu aujourd'hui. Donc a priori, il n'y a pas de projet dans la salle. C'est bien, c'est une bonne chose. J'espère qu'on va arranger ça. Donc, on va repartir de la base. Qu'est-ce que c'est Stream Insight? En fait, c'est l'outil de Complex Event Processing de Microsoft. Donc, c'est la capture en temps réel de tous les événements qui va permettre de traiter des flux de données, donc en temps réel, qui s'appuie étroitement sur la brique framework.NET de Microsoft et sur le langage Link qui va permettre de faire des requêtes interflux, intraflux. Au niveau de la place de Stream Insight dans SQL Server, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Stream Insight, c'est la déclinaison de la CEP, donc de la Complex Event Processing, in memory. Vous avez entendu parler de in memory en parlant d'hécaton, en parlant de cube. En fait, Stream Insight, c'est aussi du in memory. On travaille beaucoup en mémoire et Stream Insight fait partie des SQL Server. Stream Insight s'installe depuis l'ISO SQL Server. Stream Insight s'appuie beaucoup sur le .NET. Donc voilà, on a dit que ça s'appuie, on a déjà présenté le slide, donc in memory sur le framework.NET. On va essayer de démystifier un petit peu aujourd'hui ce côté code.NET très présent dans Stream Insight. Vous faire voir que avec quelques notions de .NET, on peut rapidement faire des choses.
D'accord. Et il n'est pas si compliqué, je n'ai pas dit qu'il n'était pas compliqué, il n'est pas si compliqué de créer une application Stream Insight de A à Z. Il y a quelques notions à bien comprendre pour Voilà. derrière se lancer dans le développement d'une application Stream Insight. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé aujourd'hui? On a quelques éléments de réponse quand même. Il faut beaucoup de compétences .NET, ça c'est une idée reçue. Il faut quelques compétences .NET, ça c'est sûr. Le produit est livré sur l'image SQL Server. Donc en général, les personnes qui utilisent SQL Server n'ont pas ou peu de compétences .NET. Donc il faut forcément s'adosser à une personne qui connaît .NET. C'est plus une plateforme qu'un produit, parce qu'on va voir que quand on met en place Stream Insight, on met en place beaucoup de choses, beaucoup de produits, peu importe qu'ils soient de technologie Microsoft ou non, mais on va voir que ça attire énormément de solutions à mettre en place. Et bon, déjà, il y a un point aussi, c'est qu'il n'apparaît pas dans le menu d'installation d'SQL Server. Donc il est sur la galette, il est sur l'image. Par contre, il n'est pas dans le menu d'installation. Je pense que ça, c'est clairement un problème. Et on est sur des concepts qui sont assez complexes. Donc on va essayer de les parcourir aujourd'hui. On ne va pas rentrer non plus complètement dans le détail, parce que ce n'est pas non plus le but de la session. Mais on va essayer de les parcourir au sens large. Et un petit point aussi en termes d'architecture, quand on décide de mettre en place une application Stream Insight, il faut prendre un petit peu de hauteur, dire là sur quoi je vais pousser mes données, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de socle de données, d'analyse, et le dashboard, il faut vraiment voir ça de manière globale. Donc là, on vous a donné les grands concepts de l'architecture sur Stream Insight. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit que ça se repose clairement sur le framework .NET. Donc Stream Insight égale .NET, ça c'est sûr. Derrière, on a un vrai serveur, Stream Insight Server. C'est-à-dire qu'on raisonne avec Stream Insight comme un moteur SQL Server, on a un moteur Stream Insight. Okay. Qui dit raisonner en termes de serveur, on raisonne aussi en termes d'instances. C'est-à-dire qu'on est capable de créer des instances Stream Insight au même titre que des instances SQL Server ou NIC Services. Qu'est-ce qu'il y a dans cette instance? Il y a des process. Okay. On a des applications qui regroupent des process, des adaptateurs d'entrée, des adaptateurs de sortie. On peut voir l'application comme une base de données. La base de données pour le serveur SQL Server, c'est l'application pour le serveur Stream Insight. Alors si on fait une petite analogie avec SSIS, on peut avoir un peu une ressemblance avec le data flow, avec des sources de données en entrée, des composants de transformation dans le cœur du data flow, et puis des outputs directs derrière pour aller pousser la donnée, que ce soit sur une base de données relationnelle, un cube, etc. C'est vrai que ça ressemble un petit peu. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Stream Insight, ce sont des connecteurs particuliers. On n'a pas de connecteur natif pour aller se connecter à telle structure de fichiers. C'est une des choses à développer justement dans le cadre d'une application Stream Insight. Voilà, c'est la particularité. Donc Microsoft ne livre pas d'adaptateur d'entrée et d'adaptateur de sortie. C'est peut-être le défaut qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui beaucoup de projets en production. Mais en gros, sur les adaptateurs source et les adaptateurs de sortie, on peut coder n'importe quoi. C'est-à-dire que Stream Insight est capable de prendre ces informations sur des capteurs de chaleur ou des capteurs électroniques, est capable de prendre des informations sur des serveurs FTP, sur des bases de données, et est capable forcément de les réécrire, pareil, sur des bases de données, les renvoyer sur un flux, sur un EAI, etc., etc. Donc, on est vraiment sur une chaîne de traitement. Et c'est là où on voit la notion de plateforme plutôt que produit, parce que tout ce qui est adaptateur d'entrée et adaptateur de sortie, forcément, il va y avoir des interactions avec le monde extérieur. On est sur un monde hétérogène et on ne va pas être cloisonné Microsoft. Et c'est vrai qu'on a un bon niveau d'interopérabilité avec quels que soient les systèmes sur lesquels on veut pousser la donnée en sortie et les événements, les types de fichiers sur lesquels s'abonner en entrée. Alors il faut savoir que dans Windows Azure, nous avons aussi une offre Stream Insight. Stream Insight est disponible aussi dans Windows Azure. L'intérêt, c'est quoi? C'est de bénéficier de la scalabilité et d'élasticité de Windows Azure, d'une part, mais aussi en termes de provisioning, sur les problématiques de provisioning. Windows Azure peut aisément répondre à ce type de problématique. Tout à fait. Donc c'est une grosse avancée en ce moment sur le cloud. Stream Insight va être un service en tant que tel sur Azure, donc on va être capable de consommer tout adaptateur en entrée, on-premise, donc dans votre société, l'envoyer sur le cloud, le faire traiter par le moteur Stream Insight dans le cloud, et en retirer des résultats ou via un bus de données, ou directement sur un adaptateur de sortie que vous allez enregistrer, ou pourquoi pas déverser dans une base SQL Azure, voire un cluster Hadoop pour faire les analyses que vous avez à faire. Donc aujourd'hui, Stream Insight on-premise, c'est-à-dire chez le client, n'est pas très connu. Stream Insight sur Azure, c'est pareil, c'est pas très connu non plus. Mais bon, ça arrive. Donc si on voit simplement qu'est-ce qu'une application Stream Insight, c'est clairement des datas en entrée,
un flux de données en entrée. C'est une requête link, donc du link, c'est du SQL pour .NET, donc c'est un langage qui est accessible pour toute personne qui fait du SQL, qui ne requête pas sur des tables, mais qui requête sur des flux. Et on a un flux derrière en sortie. Et l'intérêt en fait de ce noyau au niveau de notre application, c'est justement le traitement de cette donnée. Typiquement, je peux avoir des rejets à gérer suivant les données qui sont montées. Je peux avoir des règles métiers à pousser, des transformations, des agrégations, des rajouts de clés techniques, typiquement, pour derrière, en flux de sortie, avoir un stream de data qui soit prêt pour le stockage et l'analyse. C'est typiquement le cas. On va rentrer un peu dans le sujet, mais de façon très high level, très haut niveau. Quand on dit qu'on a envie de créer une application Stream Insight, ça se résume à quoi, au final? Ça se résume à déclarer un serveur Stream Insight. Donc on passe ici le nom de l'instance. Donc on a dit, serveur Stream Insight comme un serveur SQL, notion d'instance. Donc on a une instance qui est installée sur un serveur. Donc ça veut dire que cette application va être portée par ce serveur. On a deux façons de créer un serveur, où on l'embarque dans l'application Stream Insight, c'est-à-dire que là, vous héritez de toutes les fonctionnalités au sein même d'une seule application, ou vous faites un serveur qu'on appelle en remote, c'est-à-dire qu'il va pouvoir partager entre plusieurs applications des templates de requêtes. Par exemple, vous allez pouvoir écouter et sniffer les flux pour les afficher sur des consoles de monitoring, etc. Donc, typiquement, si vous voulez mutualiser un serveur pour différentes applications Stream Insight ou monter un vrai hub en fait, de complex event processing, on est typiquement sur ce type de scénario. Tout à fait. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est créer une application. Donc on l'a vu tout à l'heure, application, c'est un container dans lequel on va avoir les flux d'entrée, les flux de sortie et tous les process. Et derrière, on doit ici mettre ce qu'on appelle le header, c'est-à-dire la fréquence et le type d'événements qui vont être capturés par Stream Insight. Aujourd'hui, on a deux headers, le CTI ou l'insert. L'insert, c'est quoi? C'est typiquement comme un insert sur SQL Server. On a une date de début et une date de fin. Donc c'est un événement qui arrive, on l'insère dans le flux. Et le CTI, c'est une notion un peu particulière qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a un CTI, on est sûr dans la logique Stream Insight que dès qu'on a un CTI, on n'aura aucun nouvel événement qui aura une date de début antérieure au CTI. C'est là-dessus où on est capable de faire des checkpoints et c'est ce CTI qui va nous permettre de faire des requêtes intra- ou interflux. Différents types de source type au niveau de Stream Insight. Les points pour lesquels en fait la date de début et de fin vont être les mêmes. Donc typiquement dans la démonstration qu'on vous fera tout à l'heure, on sera dans le cas du point avec un événement qui arrive en temps réel. Par time interval dans lequel en fait la date de début et la date de fin seront différentes, mais sans savoir exactement quand est-ce qu'elle arrivera. Et la notion de edge où on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin en fait, de l'événement. C'est typiquement les trois types d'événements qu'on est capable de capturer avec Stream Insight. Donc le plus commun, c'est le point, c'est-à-dire à un instant T, un capteur nous remonte une température sur un capteur de chaleur. Ça, c'est un événement de type point. L'événement de time interval, c'est nous qui le définissons. C'est le nombre d'événements qu'on va avoir sur une barrière de péage entre deux intervalles de temps. On peut considérer ça comme un événement. Et l'événement edge, c'est on connaît la date de début de l'événement, mais la date de fin va nous être donnée par un autre événement. Typiquement, sur un scénario de type point, Stream Insight est capable à n'importe quel moment de capter l'événement, de le traiter et de l'injecter en fait dans la destination. Tout à fait. Donc si on regarde un petit peu la structure globale, on a un header, ce qu'on avait dit, donc un type d'insert ou un CTI. On a un type d'événement, donc le point, le time interval ou le edge, et après on a le payload. Qu'est-ce que c'est le payload? C'est la structure .NET de votre événement. Donc c'est la déclinaison métier de l'événement. C'est ça, c'est l'enveloppe métier en fait qui va contenir les données qui vont venir de votre événement source et que vous allez traiter et injecter derrière dans votre base analytique. Voilà. Derrière, donc, on a les fameux adaptateurs d'entrée et de sortie, et on a des templates de requêtes. Template de requête link. Donc Mathias le disait tout à l'heure, avec des joins, des groupings, et c'est ces templates qui pourront être réutilisés au sein de plusieurs applications, au sein d'un même serveur. Et l'intérêt de Stream Insight, c'est pas forcément de prendre chaque point, de prendre chaque événement et de le pousser comme ceci en bas, c'est aussi de les corréler, de les agréger, d'appliquer en fait une couche
métier sur ces données pour leur donner du sens et pour leur donner de la valeur dans l'analyse derrière. Alors là, on a fait un extract de code. De la même façon que tout à l'heure, on a créé un serveur. À l'intérieur du serveur, on a créé une application et on lui a donné une fréquence de capture d'événements. Là, on s'est dit, en fait, on lui a lié un adaptateur d'entrée. Donc on voit que l'adaptateur d'entrée est de type CEP-Stream, mais il hérite ici de la classe qui porte en fait le payload de votre événement. Donc là, on est sur un serveur FTP, donc ça veut dire que l'adapteur d'entrée est un serveur FTP sur lequel on a un abonnement sur l'événement de dépose de fichiers. Et sur la sortie, c'est ici, on est sur une base de données. C'est-à-dire qu'on a codé deux adapteurs, un premier qui va lire des fichiers sur le FTP et un second adapteur qui va aller prendre ces fichiers, lire leur contenu et le déverser dans une base de données. Il faut bien voir que l'événement ici n'est pas le fichier sur le serveur FTP. Stream Insight gère des centaines de milliers d'événements par seconde. Pour gérer une telle volumétrie d'événements, il faut que la taille de l'événement soit toute petite. Alors, je crois qu'elle est limitée à 22K, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que si vous avez un fichier de 1,5 MB qui tombe sur votre FTP, ce n'est pas le fichier qui est l'événement. On considère, nous, que le fichier qui tombe sur le FTP lève un abonnement, enfin on lève un événement, on va capturer cet événement, et c'est la lecture des lignes du fichier qui devient l'événement. Donc derrière, ici, on est sur un événement de type point. On va ordonner les événements dans ce flux, et on va lancer la collecte. Donc ça, ce code, c'est ce qu'on va illustrer tout à l'heure. Donc on va avoir une collecte sur un serveur FTP, on dépose des fichiers, on lève l'événement de dépôt de fichiers FTP, on prend le fichier, on l'ouvre, chaque ligne est un événement, Stream Insight. On va voir ce qu'on fait avec ces événements, et après, on les corrèle, et on va mettre ça dans une base. Est-ce que ça va? Et vous verrez exactement pendant les démonstrations les manipulations que va vous faire Frédéric pour voir d'ailleurs ce que ça peut donner dans le cadre d'une application. Alors là, il y a un point assez important à comprendre dans Stream Insight, c'est les fenêtres, les event windows, comme ça s'appelle. En gros, à chaque fois que vous levez un événement, vous avez différents types de fenêtres temporelles pour pouvoir analyser cet événement. Donc vous en avez 4. Vous avez le hopping, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un événement, enfin à chaque fois que vous avez à période identique, vous levez un événement, vous allez créer une fenêtre temporelle de n minutes ou n secondes. Et à chaque fois que vous avez un nouvel événement, vous créez une nouvelle période temporelle. Et la précédente s'arrête en fait. Et la précédente s'arrête. Voilà. Le thrombing, on s'en fiche. Le snapshot, c'est à chaque fois que vous avez un changement d'état d'un événement, vous fermez la fenêtre précédente et vous réouvrez une nouvelle fenêtre. On va le voir avec des illustrations derrière. Et le count, c'est le même, mais sans fermer les fenêtres. Exactement. Typiquement, vous voyez, sur le premier événement, j'ai une fenêtre de temps de 15 minutes. Donc, à chaque fois que j'ai une nouvelle fenêtre, nouveau gap de temps qui apparaît, en fait, je vais recréer une nouvelle fenêtre et ces différentes fenêtres vont se superposer avec les traitements. Sur le deuxième cas de figure, en fait, dans le cadre de snapshot, on voit qu'à partir du moment où j'ai un nouvel événement temporel qui arrive, à ce moment-là, je ferme ma fenêtre précédente et j'ai une nouvelle instantiation d'une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc, je n'ai pas de superposition de ces différentes fenêtres. Et dans le dernier cas, cette fois-ci, un petit peu comme le cas précédent, à chaque fois que j'ai une nouvelle fenêtre de temps qui apparaît, nouvelle window qui vient se superposer, par contre, je ne ferme pas la fenêtre précédente. Voilà. Donc cette notion de fenêtre temporelle est super importante afin de savoir ce que vous voulez analyser derrière. C'est-à-dire que si vous voulez faire des corrélations entre événements, vous devez absolument savoir ce que vous allez utiliser comme fenêtre. On va passer un peu sur l'architecture maintenant. Et architecture type que l'on peut trouver sur une application Stream Insight connectée à des dashboards. Donc ici, vous avez tout ce qui est serveur Stream Insight avec les adaptateurs d'entrée et les adaptateurs de sortie. Les adaptateurs d'entrée ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est un serveur FTP sur lequel, aléatoirement, et sur une fréquence qui est inconnue, parce qu'on récolte des données partout dans le SI, on va venir déposer des fichiers avec des mesures qui peuvent être la consommation processeur, le nombre de files d'attente dans une pile Java ou ce genre de choses. Et derrière, vous allez faire un bulk insert toutes les
fin de fenêtre temporelle, c'est-à-dire, nous, dans notre cas, toutes les 2 secondes, on va venir faire un bulk insert ici, dans l'étape de staging. Okay, à partir du moment où on a fait un bulk insert dans l'étape de staging, on va faire un merge avec les tables dans notre data mart. On a des cubes ici, dont les partitions en temps réel sont en relap sur les tables du data mart. Okay. Ici, on a une couche intermédiaire qui est un web service WCF de type REST qui va permettre de faire l'interface entre nos dashboards HTML5 et les cubes de données, pour respecter un peu les couches entières. Ce qu'on voit bien dans cette architecture, c'est que tout est mis en œuvre pour avoir une fluidité dans le chargement de l'information. La fluidité côté traitement avec Stream Insight, fluidité au niveau du chargement dans les bases avec l'utilisation des commandes merge. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent le merge, mais c'est vraiment très efficace pour charger en one-shot des données dans une base. Un cube en relap pour être sur de la BI temps réel et les dashboards qui vont venir juste derrière. Donc c'est exactement ce qu'on va voir tout à l'heure en démonstration. Des fichiers vont être déposés sur le FTP, des événements vont être levés. À partir du moment où on a ces événements, on va récolter tous les events au sens Stream Insight, c'est-à-dire on va aller lire toutes les lignes de fichiers, on va voir les contrôles qu'on va faire sur ces lignes. Toutes les 2 secondes, on va aller faire un bulk insert dans les tables. Toutes les secondes ici, on va avoir un merge qui va être fait à l'étape du data mart. Et au niveau du dashboard HTML5, lui va se rafraîchir toutes les n secondes, va instancier le web service qui va envoyer sa requête sur le cube qui donc va consommer les données. Donc c'est ce qu'on va voir après. Après, il faut voir ici, les événements Stream Insight, ce n'est pas juste un passe-plat. À un moment donné, on peut se dire, oui, c'est bien, capturer des événements pour les insérer dans une table, ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste un passe-plat. Aujourd'hui, on fait des corrélations entre adaptateurs sources, mais là, on a tout un workflow aussi qui dit, à partir du moment où vous avez un fichier qui a levé un événement sur le FTP, vous ouvrez le fichier, chacune des lignes va être checké, va être testé. Voilà. On va tester chacun des champs, on va tester la complétude de la ligne, on va tester le type de chacun des champs, etc. Donc on a à peu près 15 tests qui vont se faire à chaque levée d'événement. C'est un petit peu comme le traitement de vos données dans SSIS, dans lequel vous vérifiez les règles métiers, les clés, etc. avant d'injecter votre donnée. Bien sûr, ces 15 tests vont se faire à la fréquence de collecte de Stream Insight. C'est-à-dire, si vous avez, on va voir, on a une fréquence de collecte toutes les 10 millisecondes, c'est-à-dire toutes les 10 millisecondes, on va aller lire une ligne et on va appliquer tous ces traitements. Et il faut que le serveur tienne afin d'encaisser cette charge. Donc, comment ça se traduit derrière en termes d'architecture physique? Parce que c'est aussi intéressant de le voir. Ici, on a un convoyeur, ce qu'on a appelé ici un convoyeur, qui va aller chercher un maximum d'informations dans le système d'information, donc tout type d'information. Il faut savoir que cette architecture, c'est une architecture qui est en cours de déploiement chez un client. Donc, ce n'est pas juste une démonstration, c'est quelque chose qui va en production aujourd'hui. Ici, on est sur un convoyeur qui amène cet ensemble de fichiers sur un serveur FTP, en FTPS. Donc là, on parle de 70 000 fichiers par jour ou 80 000 fichiers par jour, à des fréquences que l'on ne contrôle pas, parce que les agents qui sont sur les différents serveurs, qui peuvent être Unix, Linux, serveurs Apache pour les logs web, etc., tout ça déverse sur le serveur FTP. Ici, c'est consommé par Stream Insight, qui fait toutes les vérifications possibles qu'il a à faire sur chacun des événements. Ce qui veut dire que quand on arrive ici, on a un événement qui est clean, c'est-à-dire qui est connu des Cube Analysis Services, qui a été vérifié, qui a été corrigé. S'il n'est pas connu, s'il n'a pas été corrigé, il est rejeté dans des fichiers de log, etc. Au niveau de la base de données, puisque ces données qui sont issues des traitements Stream Insight sont injectées en base, première chose, nous avons un petit entrepôt de données, un data mart, qui est mis sur un cluster de basculement, d'une part pour vraiment la haute disponibilité de cette base sur laquelle sont injectées les données. Par contre, en fait, les cubes ne vont pas s'alimenter directement sur cette base, en fait, via Always On. Typiquement, c'est le message qu'on voit souvent sur Always On, utiliser un réplica en lecture seule pour faire votre reporting. C'est typiquement le cas. On a un réplica Always On, donc c'est la base tout en haut, sur lequel en fait vont être construits le cube. L'intérêt, c'est quoi? C'est que le workflow de la charge de travail côté injection de données va être sur l'instance principale, et avec un mécanisme de synchronisation, les cubes vont aller requêter directement en fait
l'instance de reporting sans avoir en fait une base qui a à la fois à gérer l'injection de données en temps réel et des tableaux de bord qui vont générer un certain nombre de requêtes très importantes en temps réel. Et vous verrez que dans les tableaux de bord qu'on va vous présenter, il y a quand même pas mal de requêtes, pas mal de threads en parallèle. Ça va générer de l'activité sur cette base. Donc le fait de déporter une instance pour l'injection, une instance pour le requêtage, c'est une bonne pratique. Et Always On est prévu pour ça. Voilà, tout à fait. Donc derrière, là on a vu, hein, on est répliqué sur une base Always On. Ça veut dire que Stream Insight a envoyé ces événements. Ces événements ici ont été peut-être enrichis de quelque chose. La transaction est arrivée sur le réplica et le Kubernetes Services est notifié en fait, de ce changement. Pourquoi? Parce qu'en mode roll-up, à partir du moment où on voit, là, ici c'est un événement Stream Insight qui a été levé, chaque événement et chaque insert en base va déclencher une notification sur le Kubernetes Services. Donc le Kubernetes Services est configuré sur une partition, sur n partitions en roll-up avec du proactive caching. Et ce proactive caching est lié en fait à une notification sur les tables de fait. Donc à partir du moment où on a un insert dans la table, le cube est notifié. Si le cube est notifié, il fait tomber le cache du groupe de mesure et il remonte et il recalcule la nouvelle donnée et il la monte en cache. L'intérêt, c'est d'avoir un cube qui est capable de cacher les données pour une bonne performance des requêtes, mais d'avoir un cube qui aussi tient compte des données qui peuvent être chargées à n'importe quel moment dans les bases SQL. Voilà. C'est pour ça que quand on verra les requêtes qui sont générées en fait, par les dashboards, quand elles vont attaquer le cube, il y a des données qui vont être prises dans le cache parce qu'elles font partie d'un groupe de mesures qui n'a pas été impacté par la notification, donc le cache est toujours vivant. Et par contre, des données qui sont non cachées, donc ça veut dire qu'ils vont être déléguées à la base SQL Server pour remonter, parce que justement ces données ont été mises à jour et le cube a besoin de recalculer son cache. D'accord ? Donc au global, pourquoi tout ça? Aujourd'hui, pour de beaux tableaux de bord. Hein? Pour de beaux tableaux. Pour de beaux tableaux de bord. Aujourd'hui, la techno, c'est du HTML5. On voit souvent ça. Pourquoi? Pour portabilité sur des tablettes, sur des smartphones. Donc, c'est la direction qu'on a pris. Donc, on a des dashboards HTML5 avec du CSS et qui embarquent du JavaScript, qui consomment des web services en REST, okay, qui se rafraîchissent grâce à de l'Ajax, donc qui sont divisés en 6 threads. Pourquoi 6 threads? Parce qu'on a fait des tests de charge au MTC, on s'est aperçu que au début on avait fait un thread et puis on disait on va aller chercher toutes les données, on va le laisser gérer le parallélisme. Puis on s'est aperçu que les navigateurs récents, type Chrome, IE9 ou autres navigateurs, ne savent paralyser que 6 threads. Suivant les versions, on a un certain nombre de threads pouvant être parallélisés. Et du coup, on fait une rotation sur les 6 threads et chaque thread embarque un certain nombre d'indicateurs. Le dashboard que vous allez voir après, à peu près 120 indicateurs dessus. Quand on parle de 120 indicateurs, c'est 120 indicateurs au sens cube du terme. Ça veut dire que chaque thread va mettre à jour à peu près 20 indicateurs. En gros, c'est ça. Et on va avoir un roulement sur ces threads, et chacun de ces threads va se mettre à jour toutes les 5 secondes. Et comment en fait ces threads se mettent à jour? On envoie la requête au web service, le web service envoie la requête au cube, retourne un format type JSON, okay, et c'est à partir du moment où on a le retour qu'on attend 5 secondes, et on redémarre et on relance la requête. Voilà, et typiquement, vous l'aurez compris, l'intérêt de multithreader sur ce type de tableau de bord, c'est de pouvoir exécuter en parallèle plusieurs types de requêtes. Vous verrez que les tableaux de bord sont quand même riches pour ne pas avoir finalement des requêtes à la queue leu pour alimenter mon tableau de bord et d'avoir finalement un tableau de bord qui est le plus possible en temps réel par rapport aux données qui sont contenues dans le cube. Alors de fait, on n'aura jamais 6 threads tout le temps en parallèle, parce que les threads, selon le retour de la requête, vont se désynchroniser, donc on aura toujours des requêtes sur le cube, et la charge va se lisser au fur et à mesure. Okay. Forcément, certaines requêtes vont aller taper du cache, d'autres ne vont pas taper de cache, les threads vont se désynchroniser, et voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Là, on a mis un petit exemple de JavaScript. Vous aurez les slides sur le site du GUS, donc vous pourrez regarder. On voit ici que c'est une méthode de getIndicator en masse, où on lui passe la méthode du web service, donc WCF, okay, où on lui passe ici en fait la liste, format JSON, de tous les indicateurs dont il doit remonter l'état. Okay.
Donc on a vu 120 indicateurs divisé par 6 threads, donc il y a une vingtaine d'indicateurs. Donc on lui passe une liste de 20 indicateurs. Et ici, avec notre petite méthode en Ajax, on instancie le web service avec un type post, et on retourne du JSON qui est consommé par le dashboard HTML5. Okay. Donc on va passer à la démo. Donc vous allez voir la démonstration de l'application dont on vient de vous parler. Donc c'est une application qui est hébergée au MTC. Donc on est sur un certain nombre de VM, en fait, de machines virtuelles qui vont représenter les différentes composants de l'architecture. Frédéric va commencer par nous montrer. Voilà. Alors, on va déjà regarder l'infrastructure qu'on a un petit peu en place. Donc, on a vu tout à l'heure, on va partir du serveur web. Donc, on a un serveur web de JS qui héberge les dashboards et les web services. D'accord. Derrière, on a un serveur de cube, donc c'est le SSS1, d'accord, qui se nourrit d'un serveur SQL qui est un réplica always-on synchrone d'un serveur transactionnel SQL, d'accord, sur lequel sont déversées les données du serveur Stream Insight, ici relié STR. D'accord. On a en plus une machine qui va nous permettre de faire le client pour voir les interactions et les dashboards. On a un domaine contrôleur et on a forcément le cluster, parce que Always On s'appuie sur le cluster Windows. Donc, déjà on a une petite table de paramétrage. C'est la table de paramétrage de Stream Insight. Donc, pour qu'on voit ce qui se passe, on va mettre une fréquence de collecte ici de 1 seconde. D'accord ? 1 seconde. Tout à l'heure, on descendra à 10 millisecondes pour voir un petit peu comment ça se passe, mais pour l'instant, on va faire 1 seconde. Je vais ça. Je laisse, pardon. Ici. Si je vais sur mon serveur Stream Insight, donc là, j'ai un répertoire, sur la droite, où je simule en fait tous les fichiers du convoyeur. D'accord ? Donc fichier de convoyeur, c'est-à-dire si j'ouvre un fichier, c'est des fichiers au format CSV, vous voyez, des lignes, des valeurs, c'est des mesures qui sont remontées de mon système d'information à des fréquences complètement aléatoires. D'accord ? Ici, on a codé un petit outil qui va aller prendre des fichiers au hasard dans ce répertoire et va les déposer sur le répertoire d'entrée du serveur FTP. Mais pas juste en déposant dans un répertoire, on va vraiment faire un put FTP, d'accord ? Et du coup, ces fichiers vont être consommés par Stream Insight. Donc si on lance l'application Stream Insight, qui est ici, donc là, bien sûr, j'ai fait une console pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. On n'est pas du tout obligé de faire comme ça. Donc là, voilà, chaque seconde, on essaye de capturer un événement, d'accord ? Toutes les secondes. Là, pour l'instant, on n'a pas d'événements FTP qui ont été levés, d'accord ? Donc on ne consomme rien, c'est des événements vides, donc on ne fait rien. Toute la chaîne se base sur rien. Okay. Si je démarre ma petite application, qui dit que toutes les 400 millisecondes, je vais lister le répertoire, je vais prendre un fichier et je vais l'envoyer sur le serveur FTP. Vous voyez, tout de suite, on commence à avoir des choses. C'est-à-dire que là, chaque fichier qui est déposé lève un événement FTP, d'accord ? Et chaque ligne que vous voyez ici est une ligne du fichier qu'il est en train de traiter, d'accord ? Et au-delà d'avoir la ligne et d'afficher la ligne, à chaque fois, chaque seconde, il fait les 15 checks dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il vérifie que toutes les données qu'il y a dans ID mesure, discriminant, timestamp, site, salle, etc., font partie des dimensions du Cube Analysis Services, afin que derrière, on garde une cohérence sur toute la chaîne. Okay ? On fait aussi ici tout ce qui est contrôle de cohérence en termes de type de données. Donc là, je vais l'arrêter. Donc là, j'avais mis ici, vous avez le point d'entrée du serveur FTP. Vous voyez, vous avez des fichiers qui tombent à fréquence, comme j'ai dit, toutes les 400 millisecondes. Ce qu'on va faire maintenant, on va augmenter la fréquence de Stream Insight et on va la passer à 10 millisecondes.
Donc là, on était toutes les secondes, et on la passe à 10 millisecondes. Et on va relancer l'application. Donc on voit les fichiers qui se sont accumulés au niveau de... Donc on voit les fichiers qui sont accumulés. Les fichiers qui sont accumulés sur le côté. Hein. D'accord ? Et on va voir ici, voilà. Voilà. Donc là, tous les fichiers qui étaient en entrée, d'accord, ont été absorbés de façon spectaculaire. Et on lève maintenant un événement toutes les 10 millisecondes. Et là, on est toujours sur le système de, on va prendre un fichier sur le convoyeur, on le dépose sur notre serveur FTP, et il est pris automatiquement par StreamInsight. D'accord ? Et là, toujours, en 10 millisecondes, on fait tous les checks. C'est-à-dire qu'on fait les 15 checks, les checks sur la dimension, les checks de cohérence, on fait des regex sur la taille des lignes, on calcule des checksums, on fait tout ça en 10 millisecondes. Voilà. Et les petits trous que vous avez au niveau du log, en fait, correspondent à la fin de traitement de la fenêtre, pour laquelle, en fait, les points qui correspondent aux lignes ont été traités, ont été agrégés, pour d'ailleurs opérer les chargements en base. OK. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le serveur Analysis Services. Donc là, on a un cube, Analysis Services, avec quelques dimensions. Voilà. Plusieurs groupes de mesures. Plusieurs groupes de mesures, plusieurs dimensions. Avec des partitions. Voilà. Avec ici, les calculs d'indicateurs. Donc aujourd'hui, le script du cube fait à peu près 10 000 lignes. Okay, donc c'est pour vous faire voir aussi qu'un script XMLA du cube, en MDX, 10 000 lignes, c'est faisable. Ça tient la charge. On n'est pas forcé de compacter au maximum tout ce qu'on écrit dans le script du cube. Donc là, on est à 10 000 lignes et le projet n'est pas fini. Donc ici, on calcule tous les indicateurs. Le but étant de collecter un ensemble de mesures sur le système d'information. Et selon l'état de certaines mesures, on va calculer l'état de certains indicateurs. On va en créer des indicateurs. C'est-à-dire que les mesures brutes au sens brut ne nous intéressent pas. Par contre, en les calculant et en les modélisant, on va essayer d'en faire sortir des indicateurs à forte valeur ajoutée. Voilà. D'accord ? Pour faire des alertes, pour faire du color coding suivant la valeur, pour définir des seuils, en fait, typiquement par rapport aux exigences que j'ai vis-à-vis de mon métier. Et de voir ce qui doit être mis en valeur au niveau des tableaux de bord. Ici, on est en train de tracer ce qui se passe au niveau du Profiler Analysis Services. Donc vous voyez, on reçoit des notifications. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un insert dans la base SQL Server, d'une donnée qui change, d'accord, qui fait changer des valeurs, on a une notification vers le cube. À partir de ce moment-là, le cube fait tomber son cache, en proactive caching, fait tomber le cache du groupe de mesures, le remplace et le recalcule. D'accord ? Donc là, on est au cube. On va monter encore d'une étape. Ici, on a le serveur de JS. Ça, c'est le JavaScript que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vous l'ai détaillé tout à l'heure. Voilà, ça c'est le serveur de JS qui embarque à la fois les web services et les dashboards HTML5. Si on regarde maintenant un petit peu ce qui se passe sur le dashboard, donc on va ouvrir un dashboard. Voilà, donc mon dashboard s'initialise, les compteurs ne sont pas encore remplis, donc progressivement, mes différents threads vont aller exécuter leur requête sur le serveur Analysis Services, et on voit que progressivement, en fait, j'ai mes différents compteurs, mes différents indicateurs qui viennent s'aligner sur le tableau de bord. Là, on ne le voit pas bien, mais ce qui se passe sur la droite ici, c'est toutes les instanciations des web services. D'accord ? À chaque fois que vous avez une petite pastille qui tourne en haut à gauche de chaque tiles, c'est qu'on est en train de recalculer l'état de l'indicateur. D'accord ? Donc là, vous voyez, vous avez des indicateurs qui sont en couleur violette, qui sont indisponibles. Des indicateurs qui sont rouges, ça veut dire qu'ils sont KO. Il y a un problème sur l'indicateur. Tout ça a un sens métier, bien sûr. On est vraiment sur un sens métier. Donc là, on est à HTML5. Si on regarde un petit peu ce qui se passe derrière, petit développement. On va voir sur le network ici. On va voir ici, à chaque fois
l'appel en fait, du web service. D'accord ? Et à chaque fois qu'on appelle le web service, on est capable de calculer le temps qu'il a mis à revenir. Et on voit que ce temps n'est pas constant. Donc c'est là ce dont on parlait tout à l'heure. Les threads vont petit à petit se désynchroniser, d'accord ? Et du coup, la charge sur le serveur Analysis Services va se lisser sur une moyenne, et on aura toujours à peu près la même charge. D'accord ? Donc là, on voit bien les différents web services qui sont instanciés et qui vont attaquer le cube pour récupérer la donnée. Donc là, on va essayer de faire changer une pastille afin de voir un petit peu la chaîne complète. Donc, si je reviens sur mon Stream Insight, je vais arrêter ma collecte de fichiers au hasard. Voilà. Je vais aller chercher un petit fichier de démo. Alors, nous sommes le 2. Il est 17h37. Alors pourquoi je suis obligé de changer ça ? Parce que sur tous les indicateurs que vous voyez sur le dashboard HTML5, il y a une notion d'obsolescence. C'est-à-dire si au bout d'un certain temps, on n'a pas reçu de données sur l'indicateur, eh bien, il va changer de couleur, c'est la couleur violette, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que l'état dans lequel il est aujourd'hui n'est pas normal, mais ce n'est pas parce qu'on a reçu un état contraire, c'est parce qu'on n'a pas de données. Voilà. Voilà. Donc je prends ce fichier. Je vais le déposer dans mon répertoire Stream Insight. Donc il est pris, voilà, vous l'avez vu passer derrière. On va retourner sur notre dashboard HTML5. Théoriquement, voilà, au bout d'un certain temps, donc un petit laps de temps, vous avez la pastille qui est passée, ouvrir doc, qui est passée à caveau. C'est-à-dire que entre l'instant où j'ai déposé le fichier et l'instant où c'est passé à ouvrir un doc en rouge, il s'est passé quoi? 1, 2 secondes, peut-être. Okay. Et là, voilà, on est passé sur tous les contrôles, on a chopé le fichier, on a créé les événements, on a passé tous les contrôles, on l'a inséré en table, okay. On a appelé la procédure pour faire des calculs, on l'a répliqué sur le Always On, sur le nœud synchrone Always On, on a notifié le cube Analysis Services, on a instancié le web service et on l'a récupéré dans le dashboard HTML5. Voilà. Donc tout ça en l'espace de quelques secondes. Et du coup, on a pas mal de dashboards comme ça qui ont été créés. Donc il y a d'autres dashboards avec des graphiques, ce genre de choses, qui permettent d'avoir vraiment un look and feel HTML5 qui est complètement customisé, d'accord, en temps réel sur une base Analysis Services. Donc là, il est en cache froid, donc il va mettre un peu de temps à se mettre à jour. Voilà. Donc là, il n'a pas trouvé de données, il a trouvé des données, des indicateurs KO, des indicateurs en jaune, en warning. Donc on est complètement en interaction avec le dashboard et on a donné un sens métier. Et ce qui est sympa sur HTML5, c'est que ça, maintenant, vous pouvez le consommer non seulement sur écran, mais en plus sur tablette. D'accord ? Et sur tablette, ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive à le redimensionner. Si je prends celui-là, voilà. Si je veux le consommer sur tablette, vous allez voir, le dashboard se redimensionne automatiquement pour être consommable sur une tablette. OK ? Voilà, la résolution ne m'aide pas, mais